Bonjour. Donc, comme d'habitude, j'ai mis en exergue de cette conférence un petit texte. Seul le commentateur peut changer de dimension, et c'est sa grande faiblesse, le signe qu'il n'en habite aucune. Citation de Deleuze dans Logique du sens. Je vais vous présenter la 12e conférence RES, celle qui porte le numéro 11, puisqu'il y avait une conférence 0. Je l'ai intitulée « Pour une convention critique néo-soupçonneuse, soyons partiaux et dialogiques ». Alors, pour introduire ce thème et répondre à la question de Bernard, je vais faire un petit rappel. Tout le cycle de conférences a commencé par la conférence 0 que j'ai donnée en 2004 et qui faisait les constats suivants. Le premier constat, le constat d'une crise de la critique, c'est-à-dire que le milieu de la recherche, qui était dominé par les postures critiques dans les années 70, est dominé dans les années 80 à 2000 par un rejet de la critique, un rejet du soupçon. Que ce rejet pose des problèmes intellectuels majeurs et que ces problèmes sont éludés par les chercheurs qui adoptent un certain nombre de postures de soulagement dont j'avais fait une petite typologie. Et j'avais affirmé dans cette conférence la nécessité de travailler pour redéfinir un nouveau pacte critique, un nouveau... vous avez vu que j'ai changé de terme, je propose une nouvelle convention critique, parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans l'absence de critique. Mais que c'était pas seulement, ça ne demandait pas seulement un travail intellectuel, mais aussi une analyse institutionnelle, parce que ce sont les conditions concrètes des organismes dans lesquels nous exerçons nos activités et du champ social dans lequel nous travaillons qui conduisent finalement à mettre entre parenthèses la possibilité de faire des critiques, de faire une critique. Dans la séance 1, j'avais dit notamment que le principe de base, c'était un principe qu'il fallait chercher, c'était un principe de pluralisme, de critique pluraliste, qui fasse en sorte que chaque souci, chaque désir potentiellement puisse fonder une ligne de recherche, mais que la question qui se pose, c'est de savoir dans quelles conditions on peut se dire qu'on peut ouvrir une ligne de recherche pour chaque désir ou chaque souci de la société, chaque préoccupation. Ça ne va évidemment pas de soi, et on va le discuter aujourd'hui. J'avais introduit aussi le fait que ce problème-là ne pouvait pas être réglé si on ne passait pas aussi par la question de la mise en discussion des approches cliniques, parce qu'il fallait revoir l'articulation entre les approches critiques et cliniques. Et donc, dans le cycle RES, il y a eu des choses sur l'analyse au sens où on le prend dans la psychanalyse ou l'analyse institutionnelle. Et puis j'avais pris deux mots-clés qui me paraissaient refléter les difficultés de notre situation à nous qui essayons de promouvoir une approche critique sur l'environnement. D'abord, le fait qu'on est pris dans le système, dépassé par le système, on est dedans. J'avais développé ça sous d'autres formes en parlant de l'immanence du chercheur. Et que le vrai problème, c'était de tenir face à des forces sociopolitiques énormes qui déferlaient à l'intérieur du système de recherche et qui rendaient très difficile l'expression réelle d'une position critique, dans notre cas, d'une position environnementale. Donc tout le cycle, je vous le rappelle, est passé par l'analyse des rhétoriques qui règnent sur le champ. C'était la séance 4 sur l'agrocentrisme est-il un humanisme. L'analyse des fondements institutionnels de notre champ de recherche, c'était la conférence sur le grand établissement français d'administration agricole des idées. Sur deux conférences sur l'implication du chercheur comme analyste, les séances 3 et 7. Un retour sur l'analyse stratégique de la gestion environnementale pour en redéfinir la genèse dans la séance 6 et pour en montrer les applications dans l'évaluation de politique publique dans la séance 2. Et puis, les séances 8, 9, 10, je les avais consacrées à remettre en discussion trois cadres théoriques qui ont cours aujourd'hui en France sur nos questions. Les approches de la justification de Boltanski et Thévenot, le modèle des politiques de la nature de Bruno Latour, et puis la gestion patrimoniale dans la 10e séance.
Aujourd'hui, j'arrive à une séance de conclusion et de proposition sur la question de critique, la question qui a été posée dans les séances 0 et 1. En préparant, je me disais que ça devait être suivi par 2 autres séances, mais au fond, peut-être que c'est bien aujourd'hui la dernière séance du cycle et que les autres choses à voir seront vues dans un autre cadre. Donc mon projet aujourd'hui, c'est de répondre à la question que j'avais soulevée. Les réponses évidemment provisoires, ébauchées, mais en tout cas qui clôt le cycle de réflexion que je viens de résumer. Alors, comment je vais m'y prendre ? Je vais m'y prendre en 4 temps. Dans un premier temps, je vais essayer de montrer que le problème peut être vu comme un problème de hiérarchie enchevêtrée, en tout cas que toute une génération, la mienne, a pris ce problème comme un problème de hiérarchie enchevêtrée. Et en discutant des solutions qu'on a apportées à ce problème, ça va nous apporter une certaine prise sur la question. Ensuite, je vais essayer de montrer que dans la manière dont j'ai implicitement abordé la question depuis très longtemps, il y a un modèle sous-jacent qui est le modèle de la négociation. Et je vais essayer de voir si le modèle de la négociation peut nous servir à repenser une critique où il y a plusieurs interlocuteurs critiques. Et on va voir que pour faire ça, il faut réfléchir à 2 choses. Il faut réfléchir aux règles de discussion critique qui permettent de faire fonctionner une critique pluraliste, donc promouvoir des règles dialogiques. J'utilise le mot dialogique pour faire le lien avec la logique dialogique de Dispo, dont je vous avais parlé dans la séance 6. Et la deuxième interrogation fondamentale, c'est comment on fait pour tenir une position de négociation, donc une position partiale, dans la reconstruction critique, comment on fait pour construire et tenir une position comme celle-là. Donc voilà les 4 étapes que je vais essayer de parcourir avec vous. Alors, le problème des hiérarchies enchevêtrées, pour moi, ça a été le problème central de toute une génération. C'est un problème qui a explosé à la fin des années 70 et au début des années 80. Il a explosé dans des cercles un peu intellectuels avec l'explosion de la systémique. Toutes les approches systémiques ont connu leur apogée en gros entre 75 et 82 ou 83. Et d'autre part, il a explosé à ce moment-là pour des raisons sociopolitiques, c'est-à-dire que ça a été le moment de l'effondrement de la vision, de la domination complète, de la vision centralisée de la société, de l'État, qui faisait que concrètement on arrivait toujours à rétablir une hiérarchie principale entre les choses et que à ce moment-là on s'est bien aperçu que c'était plus possible de faire tout rentrer dans une seule hiérarchie et donc il a fallu essayer de penser ce problème. Donc l'idée des hiérarchies enchevêtrées, il est très simple, c'est que selon les préoccupations et les critères qu'on évoque, eh bien, les éléments du système ou les valeurs se hiérarchisent différemment. Et donc, on est en face de problèmes qu'il est impossible de ramener à une seule hiérarchisation. Un seul exemple dans les dilemmes socio-environnementaux actuels, si vous décrétez que le climat, c'est la préoccupation princeps, eh bien, vous établissez une certaine hiérarchie des valeurs et des solutions qui fait par exemple que c'est formidable d'avoir des éoliennes et des barrages hydroélectriques. Si vous considérez que la conservation de la biodiversité et des fonctions écologiques dans les hydrosystèmes, c'est ça le point clé que vous défendez, et bien à ce moment-là, vous établissez une hiérarchie quand vous analysez les situations dans lesquelles le barrage hydroélectrique est tout en bas de l'échelle de valeur et dans lequel le bassin versant où l'eau s'écoule librement et où les connexions hydroécologiques fonctionnent est en haut de l'échelle de valeur. Et donc, on est sans arrêt pris dans des hiérarchies qui se mélangent les unes aux autres parce qu'elles ne sont pas indépendantes des unes des autres, les choix agricoles, les choix sociaux, les choix énergétiques, les aspects de biodiversité. Et d'une certaine manière, elles s'enchevêtrent parce que nous n'avons plus le peigne qui nous permettrait de les trier pour les ramener à une seule hiérarchie, comme nos ancêtres ingénieurs d'il y a 30 ans se faisaient fort de le faire. Toute la littérature critique des années 70, elle fonctionnait sur un système où il y avait une seule hiérarchie, où, pour être un peu moins caricatural, il y avait la hiérarchie imposée du système, et il y avait une contre-hiérarchie critique
qui s'appuyait sur une seule échelle de valeurs et qui disait on est contre le système, donc on est tous d'accord, on est dans une certaine hiérarchie critique. C'est cette situation-là qui est rentrée en crise et qui a fait basculer dans le problème des hiérarchies enchevêtrées. Donc revenons brièvement sur cette époque-là. Il y avait deux grandes approches qui dominaient, pour prendre cet exemple-là, la sociologie. D'une part, une approche holiste, promue par Bourdieu, et au fond qui reposait sur l'idée qu'on pouvait établir une hiérarchisation maîtresse, sous-jacente aux situations sociales, qui se résume par le terme de domination. Alors certes, dans les travaux était reconnu le fait qu'il y avait plusieurs formes de capital social, culturel, financier. Était reconnu aussi le fait qu'empiriquement, on pouvait observer divers champs sociaux qui chacun avait d'une certaine manière des règles locales, mais il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que la diversité des situations et des hiérarchies peut être ramenée par l'analyste à la découverte d'une règle fondamentale de domination ou d'un clivage de domination qui va permettre de critiquer la diversité apparente des hiérarchies au nom de la hiérarchie de domination qui se cache dessous. Donc, vous vous rappelez peut-être, pour les plus âgés, les impasses à laquelle conduit cette solution. Au bout d'un certain temps, elle est féconde, mais seulement jusqu'à un certain point. Elle fige le débat intellectuel, puisque le jeu est trop facile. Au bout d'un moment, on a bien compris qui étaient les dominants et qui étaient les dominés, et donc, ça n'a plus grand intérêt intellectuel de les chercher. Le jeu est trop facile. Ensuite, ça correspond à des solutions politiques qui ont quand même montré violemment leurs limites il y a 25 ans ou 30 ans. Et on peut dire qu'aujourd'hui, retombent dans la même impasse ceux qui voudraient consolider en une seule cause toutes les causes critiques du système pour essayer de rétablir une sorte de dialectique entre le système et puis ce qu'on appelle l'alter ego du système. Donc la difficulté à régler cette question est au cœur des difficultés actuelles de l'écologie politique. Sur ce point-là, on retrouve le problème soulevé par Bruno Latour dans son article sur la cité verte que j'avais discuté à la séance 9, mais on va voir que la solution que je propose est tout à fait différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette solution du surplomb, de la domination univoque, elle rend absolument pas justice à la réalité des dilemmes devant lesquels nous sommes placés et à l'entrecroisement, à l'enchevêtrement de ces dilemmes. Là, jusque-là, rien de très nouveau par rapport à ce que j'avais présenté. Ce qui est plus intriguant, c'est de se poser la question de la sociologie des organisations, qui a été pour nous beaucoup plus une inspiration que l'analyse bourdieusienne. Or, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on retrouve exactement le même problème avec la sociologie des organisations sous des formes tout à fait différentes en apparence. Quel est le problème ? Dans la sociologie des organisations, le concept organisateur, c'est le cas de le dire, c'est celui de niveau d'organisation. C'est ça le concept qui fait la force de la sociologie des organisations. C'est ce que résume le titre de l'ouvrage de Crozier et Friedberg, l'acteur et le système. Ça explique que c'est la dualité ou la pluralité des niveaux organisationnels qui est la clé de la compréhension et de l'analyse des phénomènes sociaux. Donc, l'idée, c'est que les dysfonctionnements d'un certain niveau d'organisation sont à expliquer par des fonctionnements qui se déroulent au niveau inférieur. Alors les avantages par rapport au surplomb, on les voit tout de suite. Ça ne fige pas le débat sur un certain niveau d'organisation, parce qu'on peut travailler à plusieurs niveaux d'organisation possibles. C'est plus réaliste pour l'action, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir constitué un parti révolutionnaire pour changer la société d'un bloc, mais on peut déjà commencer à agir à l'échelle micro. C'est un peu ce que résume le titre du livre de Crozier qui nous dit « On ne change pas la société par décret ». C'est exactement ça que dit ce titre que je trouve extraordinaire. Mais, et c'est là que le problème se pose, c'est que ça ne fonctionne que tant qu'on est en mesure de proposer un emboîtement clair entre les niveaux d'organisation. Alors, empiriquement, il y a plein de cas où c'est possible. Quand Crozier travaille sur des ouvriers autour d'une machine à fabriquer des cigarettes dans un atelier de la CETA, l'emboîtement entre cette machine, l'atelier, l'usine et le groupe
paraît assez naturel, il rentre pas en discussion. Mais dans les types de problèmes que nous étudions, nous, sur le terrain en matière d'environnement, les hiérarchies, cet emboîtement des niveaux d'organisation qui constitue en fait une hiérarchie est beaucoup moins clair. Quand on travaille sur les conflits autour de l'ours, est-ce que monsieur Untel, qui siège à l'institution patrimoniale du Haut-Béarn, est-ce qu'il est un Béarnais, c'est-à-dire est-ce qu'il faut le situer dans une hiérarchie régionale, identitaire? Est-ce qu'il est éleveur, c'est-à-dire est-ce qu'il faut le situer dans une hiérarchie sectorielle? Est-ce qu'il est FNSEA plutôt que Confédération paysanne, et donc ce serait une hiérarchie syndicale? Est-ce que son positionnement est dû à un positionnement politique? Est-ce que c'est parce qu'il est un profane? Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il est un profane et non pas un scientifique? Donc on voit tout de suite que les hiérarchies s'enchevêtrent et que donc l'analyse organisationnelle ne peut pas se faire comme dans les cas où il y a un emboîtement qui paraît naturel. Et du coup, on va se heurter aussi à des limites sérieuses. Alors qu'est-ce qu'on fait de face à ces limites? Eh bien, il y a quelques solutions de soulagement. Soit on déclare une hiérarchie principale, c'est-à-dire on dit, c'est ce qui est la plus courante, voilà, c'est entre le local et le global, les échelles de l'environnement, et on va adopter ça définitivement comme la hiérarchie qui va permettre de critiquer les approches du niveau français ou européen au nom du local, ou de critiquer les blocages locaux au nom de rationalités plus larges. Un autre grand classique, c'est le clivage entre les profanes et les savants. Donc, au fond, ça c'est une première solution. Il y a une deuxième solution, à mes yeux c'est la pire, et c'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure cette citation de Deleuze, c'est le fait de se dire, au fond, il y a énormément de dimensions, ou de hiérarchies, c'est la même chose, qui s'enchevêtrent, et bien donc moi, du coup, je vais m'autoriser à sauter de l'une à l'autre. Alors donc, quand vous lisez les écrits de certains chercheurs, je dirais pas de nom, on vous explique sur la biodiversité, un coup c'est injuste socialement, puis après c'est inefficace écologiquement, et puis on va voir un autre morceau du cas, puis on s'aperçoit que ça coûte plus cher que ça devrait, etc., etc. C'est-à-dire qu'on choisit à chaque moment et à chaque endroit du système un autre référentiel pour commenter. Ça c'est le commentaire, c'est ce qu'il y a de pire, de mon point de vue, dans la discussion sérieuse. Soit, troisième position de soulagement, on se dit, ok, moi j'ai plus une hiérarchie qui me permet de dire, voilà comment déplier le système, et donc, eh bien, je vais me demander comment les acteurs eux-mêmes s'y retrouvent dans le système, et quelles sont les hiérarchies que eux mettent pour trouver du sens. Et donc là, il y a tous les travaux des années 80 en sociologie qui se sont recentrés sur la question des représentations. Comment donc les acteurs eux-mêmes arrivent-ils à mettre de l'ordre dans un endroit où moi, je ne m'autorise plus à en mettre, puisque les hiérarchies sont enchevêtrées. Ça, ce sont des soulagements. Mais ce qui a dominé dans la période des années 80 à 2000, c'est les gens qui ont cherché des solutions vraiment construites à ce problème de hiérarchie enchevêtrée. Et je pense que les approches qui dominent aujourd'hui notre domaine de travail sont des approches qui repose pour chacun des auteurs sur 20 ans de réflexion sur comment on va sortir de ce piège des hiérarchies enchevêtrées. À mon avis, il y a 3 grandes formes de solutions qui ont été proposées par nos éminents collègues. La première, elle consiste à dire il y a plusieurs hiérarchies qui s'entremêlent. La solution, c'est d'identifier ces hiérarchies, de les rendre lisibles, de les formaliser pour s'autoriser de nouveau à réfléchir dans un contexte où on voit les hiérarchies s'entrecroiser. C'est la solution qu'a suivi Gilles Barouche dans les années 80 avec son livre sur sa thèse, puis le livre La décision en miettes, où il montrait que dans des conflits d'aménagement, il y avait 3 discours incommensurables l'un à l'autre, un discours écologique, un discours économique, un discours identitaire, et que on pouvait lire le conflit comme l'entrecroisement de ces hiérarchies, et qu'en les clarifiant, en les explicitant, on permettait déjà d'aider à résoudre le problème.
C'est ce qu'on fait à une échelle plus approfondie et plus ambitieuse, Boltanski et Thévenot, en identifiant les différents ordres de grandeur des cités, eh bien, ils entreprennent de montrer que dans la vie politique ou dans la vie gestionnaire, il y a des cités qui s'entrecroisent et que, en rendant lisibles les hiérarchies qui s'entrecroisent, eh bien, au lieu d'avoir des nœuds qu'on ne sait pas dénouer, il y a des alliances qu'on peut nouer, dénouer, renouer. Et donc, c'est une première solution analytique sérieuse à cette question des hiérarchies enchevêtrées. La deuxième forme de solution, elle consiste à dire, au fond, c'est un système qui a trop de dimensions pour qu'on puisse l'analyser comme ça. Ce qui compte, c'est de regarder comment le système s'auto-organise, c'est-à-dire comment le fonctionnement du système articule entre elles les dimensions et les hiérarchies. Donc, c'est la solution dont se réclame par exemple Olivier Godard, qui a écrit sur les hiérarchies enchevêtrées. C'est sur la base de ses écrits que je propose de prendre le problème comme ça, parce que ça éclaire ces solutions qui ont été apportées. Et Godard a par exemple une théorie qui explique que le concept même d'environnement enchevêtre deux hiérarchies. D'une part, la hiérarchie du système qui est environné, et puis d'autre part, la hiérarchie propre des systèmes qui, de l'extérieur, font quelque chose sur lui. Donc il y a au moins deux hiérarchies enchevêtrées dans n'importe quel dès qu'on utilise le concept d'environnement. La théorie de l'acteur réseau est une autre forme de modèle auto-organisationnel, puisque l'acteur, c'est le réseau lui-même. C'est ça que veut dire la formule acteur-réseau. Et donc, c'est un autre modèle auto-organisationnel qui ne se réclame pas des mêmes choses systémiques. Et puis, il y a un troisième modèle qui, lui, est un peu à cheval entre cette solution-là et la suivante, qui est le modèle de l'apprentissage collectif. L'apprentissage collectif, on peut le poser soit comme une forme d'auto-organisation, en insistant sur l'aspect cognitif de l'auto-organisation, soit comme, et c'est la troisième grande forme de solution, elle consiste à dire, moi en tant qu'analyste, je ne sais plus mettre de hiérarchie parce qu'elles s'enchevêtrent de tous les côtés, et donc ce qu'il faut faire, c'est changer les conditions de discussion pour arriver à se mettre d'accord sur non plus un enchevêtrement, mais un ordonnancement des hiérarchies. Et cet ordonnancement des hiérarchies qui engage à la fois l'analyste et les acteurs pris ensemble, ça c'est la base des approches comme l'audit patrimonial, éventuellement l'école des commons, ça je suis moins sûr de mon fait, mais aussi tous les mécanismes un peu participatifs qui relégitiment le chercheur en disant je ne plaque pas moi de l'extérieur des hiérarchies, mais je crée des conditions de travail dans lesquelles les acteurs définissent ensemble un ordonnancement des hiérarchies, qui ne revient pas forcément à créer une seule hiérarchie d'ailleurs, mais on recrée de l'ordonnancement des hiérarchies. Donc d'après moi, toute la période anticritique qu'on a traversée, elle reposait sur le travail immense qu'il a fallu pour faire fonctionner ces trois grandes solutions. Mais pour que ces solutions fonctionnent, dans les trois cas, il faut renoncer à l'approche critique. Il faut renoncer à dire qu'il y a des hiérarchies qui ne conviennent pas. Il faut se concentrer sur décrire comment les gens hiérarchisent ou bien essayer de les mettre d'accord. Par rapport à ces solutions, et c'est ça qui crée notre décalage, ma propre proposition au début des années 80, donc si je me replace en 82, 83, 84, on était là à lire ces écrits systémiques, les hiérarchies enchevêtrées, on nous proposait des solutions qui ne marchaient pas, et on ne connaissait pas les collègues qui étaient sur les autres solutions, et parce qu'à l'époque c'était des Ronéo qui circulaient dans des petits labos, comme l'explique très bien le bouquin de Doss sur l'Empire du Sens. Et donc ma propre solution dans cette situation a été de dire, mais en fait c'est le projet de recherche que je porte qui est un projet de hiérarchisation et de mise en ordre et qui doit assumer ça. Et donc, de mon point de vue, c'était une autre solution de sortir de l'impasse de l'enchevêtrement des hiérarchies. Les hiérarchies sont enchevêtrées, et bien moi, je vais soit choisir, soit construire ma propre hiérarchie, et au moins dans cet enchevêtrement, j'aurai un fil conducteur qui s'enchevêtrera certes avec d'autres, mais moi, j'en aurai un.
C'est une forme de solution qui est différente de celle des autres. Donc l'idée, c'est de dire, chaque recherche repose sur le fait de produire une hiérarchie nouvelle ou d'instrumenter analytiquement une hiérarchie portée par un acteur ou une coalition. Et donc, l'idée là, c'est que l'effet de connaissance, il repose sur le fait que une proposition hiérarchique claire va provoquer une discussion avec d'autres propositions de hiérarchie, et que c'est cette discussion-là elle-même qui va être facteur de clarification. Donc c'est une quatrième forme de solution, en fait, dans notre génération qui s'est coltée pendant 20 ans ce problème des hiérarchies enchevêtrées. Alors cette solution, c'est la solution immanente. Immanente, ça veut dire je suis dedans. C'est la solution partiale qui consiste à dire mais il faut que je tienne une hiérarchie face à d'autres hiérarchies, parce que si je ne tiens pas la mienne et que les autres tiennent pas les leurs, on va jamais rendre lisible l'enchevêtrement. Ça va plutôt se terminer dans la mélasse que dans l'articulation des hiérarchies. Une conséquence majeure de cette posture, c'est que la différence entre discours profane et discours et théorie savante devient seconde par rapport aux différences entre les hiérarchisations qui sont défendues. Dit autrement, une théorie qui partirait sur cette base-là pour essayer d'expliquer les causes de la crise du logement et les remèdes possibles serait peu différente dans sa hiérarchisation de celle du DAL, par exemple, qui n'est pas du tout théorique, mais la distance entre cette théorie centrée sur le logement et une théorie centrée sur la compétitivité des entreprises serait, elle, immense, alors que la théorie centrée sur la compétitivité des entreprises serait très proche des préoccupations profanes du patron d'entreprise. Et donc, cette manière-là de poser le problème change la question de la distance entre l'analyste et le profane. Ça a d'autres conséquences, c'est que ça suppose, ou ça appelle, ou ça induit le fait qu'il faut un contexte approprié pour que une lecture analytique centrée sur une hiérarchie puisse rentrer en discussion avec d'autres qui chacune soit centrée sur une hiérarchie. Il faut qu'il y ait d'autres gens qui suivent ce jeu-là et pas un autre jeu. D'où une certaine difficulté. Pour que ça marche, il faut donc un pluralisme théorique des recherches, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de construire toutes leurs recherches sur quelque chose de partial, en sachant très bien qu'il y en a d'autres ou partiels, en sachant très bien qu'il y a des gens qui construisent leur lecture à partir d'autres préoccupations de référence. Personne ne peut plus prétendre synthétiser les hiérarchies si on est dans cette perspective. Donc il y a deux défis, construire des hiérarchies et les croiser dans la discussion. C'est les deux thèmes que je prendrai à la fin dans l'ordre inverse. Ce qu'on risque, c'est des grands malentendus, et au risque d'être un peu lourd, je voudrais encore leur tordre le cou. Premier malentendu, puisque on peut faire plusieurs lectures hiérarchiques, moi en tant que chercheur, j'ai qu'à faire plusieurs lectures hiérarchiques. Ça, c'est l'éclectisme. On retombe dans le travers du commentaire. C'est-à-dire que la découverte de la relativité des hiérarchies, on la prend comme le fait de dire j'ai qu'à moi étudier toutes les hiérarchies, et puis donc, j'aurai surmonté le problème. Ça, c'est une très mauvaise solution, et pour moi, c'est une solution incompatible avec un travail sérieux. Le deuxième, c'est de dire, le chercheur n'a qu'à se remettre dans un point de vue englobant et peser les différentes interprétations. Mais dans ce cas-là, il y aurait deux classes de chercheurs. Il y aurait ceux qui sont dedans, au charbon, et puis il y en aurait qui sont là, qui pèsent les interprétations qui sortent. Mais eux, quelle est leur position ? Donc c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Je pense que ça violerait toute forme de convention ou de pacte critique pluraliste de prétendre être celui qui dit voilà comment les uns et les autres font leurs affaires. Même chose pour des approches métathéoriques. Donc le principe que ça suppose pour que la recherche puisse fonctionner, c'est
que des chercheurs ou des équipes différentes, chacun de manière autonome, le mot est à prendre dans son sens le plus fort, construisent des lectures et donc des hiérarchisations, et que, par ailleurs, ces lectures se heurtent, se confrontent entre elles. Il me semble que cette manière de voir peut s'articuler de manière fluide et bien assumée au pluralisme politique et social des acteurs. Il n'y a pas de raison de postuler une très grande différence entre les débats entre les chercheurs qui hiérarchisent différemment et les acteurs qui hiérarchisent différemment. Donc ça, c'était mon premier point. Attends, j'ai sauté un truc. Alors, question, est-ce que ça a à voir avec la critique ? Réponse, étymologique, krisis, c'est, d'après le dictionnaire, l'action ou la faculté de distinguer. 2, l'action de séparer, d'où un sens dérivé de dissentiment et de contestation, ou l'action de décider, d'où les sens de décision, jugement, ou d'événement décisif. La crise, c'est un événement décisif. Il va faire le tri entre les possibles, et il va dire, de tous les possibles qu'il y avait, maintenant il n'y en a plus qu'un, c'est celui-là. Et le verbe dont ça vient, c'est klino, ça veut dire je trie. Trier. Il faut dire que, avec une étymologie un peu plus indirecte, critère, le mot critère, qui va être très intéressant dans la discussion à la fin, vient de là aussi. Donc, je pense qu'on peut très bien dire que tout le raisonnement qui essaie d'aborder le pluralisme critique à partir des hiérarchies enchevêtrées fonctionne bien. Une critique pluraliste, c'est à la critique tout court ce que les hiérarchies enchevêtrées sont à la hiérarchie. Le pluralisme critique, c'est le pluralisme des tris. Il y a plusieurs tris qui se font sur la même réalité, sur le même matériau. Et c'est l'échange entre ces tris qui constitue l'horizon de la discussion. Alors, mais la question violente qui se pose à ce moment-là, c'est comment on va concevoir l'activité des analystes ou des gens qui portent ces hiérarchies. Ma proposition, c'est que la négociation, comme concept, le modèle de la négociation, constitue un point de départ pour réfléchir à la critique. Je me suis aperçu, en y réfléchissant et en préparant la séance, d'abord, que dans ma propre démarche personnelle, c'est la familiarité avec les écrits de l'époque sur la négociation qui m'a influencé et qui m'a fait conclure qu'il n'était pas légitime de vouloir construire une lecture qui contienne ou qui subsume les points de vue des acteurs. Donc, qu'il était beaucoup plus logique de considérer que l'échange des points de vue se basait sur des points de vue irréductibles les uns aux autres. Et mon choix, ça a été de dire, mais il n'y a aucune raison de penser que l'analyse du chercheur échappe à cette règle générale. Elle doit assumer le fait qu'elle est comme celle d'un négociateur. Dans la négociation, on retrouve les hiérarchies enchevêtrées, on retrouve le fait qu'il faut concevoir les différents points de vue comme totalement séparés les uns des autres. Il faut accepter qu'il y a une ambiguïté très forte entre l'affrontement et les possibilités de coopération. Et puis, il faut accepter aussi le fait que le discours a un statut très ambigu. La parole dans la négociation a un statut ambigu. Elle est là à la fois pour informer et pour mentir. Ce qui n'est pas dit compte autant que ce qui est dit. Et ça, c'est sans doute aussi un point, on le verra, qui est très important. Juste, je ne rentrerai pas beaucoup dans ce qui est présenté sur cette diapo, juste pour dire que la négociation ici, je ne l'entends pas simplement comme le modèle uniquement de la modalité négociation, mais la négociation avec toutes les autres modalités qui l'entourent et dont elle est en quelque sorte la plaque tournante. La négociation à cheval entre le conflit, la coopération, l'évitement. Donc c'est toute ce que j'appelle une configuration de composition qu'il faut prendre en compte. Mais pour le reste, je parlerai de négociation en ayant ça en tête. Pour ceux que ça intéresse, je les réfère à d'autres écrits ou d'autres exposés que j'ai fait là-dessus. Donc, si on part de l'hypothèse que la négociation comme modèle de principe peut nous servir à réfléchir au monde à la critique, à une critique pluraliste, la question devient de quel type d'analyse ou de critique est-ce qu'on aurait besoin dans un monde
où les situations sont traitées de manière négociée. Dans la critique du surplomb, le modèle sous-jacent, c'était que la politique se gérait de manière révolutionnaire. Et donc la question, c'était de quelle critique avons-nous besoin pour renverser le système ? Dans la période qui a suivi, la question c'était comment faire pour arrêter la critique de manière à pouvoir recommencer à mailler nos réseaux et à fonctionner autrement. Et je pense que si on adopte la négociation comme modèle de fond, la question devient qu'est-ce qu'il faudrait comme type de critique dans un monde où les problèmes se résolvent par la négociation. Alors, dans l'exposé, je vais utiliser quelques grands résultats de théorie de la négociation. Le premier, c'est que la recherche en négociation permet de comprendre que le monde de chaque partie prenante peut être considéré comme plus riche que le monde commun. Dès qu'on est marqué par le paradigme français qui veut que le tout soit plus que la somme des parties, on se dit les parties, c'est juste des morceaux du tout. Donc, par définition, les parties sont plus petites que le tout. Alors que, quand on regarde comment fonctionne une négociation, on s'aperçoit que, pensez à n'importe quelle négociation que vous ayez faite, à la richesse de votre monde vécu à vous, de ses informations, de ses enjeux, de la complexité et de la précision de compréhension du monde, et à la pauvreté de ce qui est réellement mis en jeu dans la négociation et qui va faire l'objet d'un accord commun. À un autre niveau d'exemple, si vous prenez les Nations Unies, comment ne pas voir que la mise en commun se traduit par une forme d'appauvrissement des contenus, de la vision du monde, de l'analyse. Et donc, on peut tout à fait considérer que la vision des parties est supérieure à beaucoup d'égards à la vision du tout et que l'ensemble est plutôt une intersection qu'une union. Pour être plus nuancé, on peut dire que le fait de dire que les parties sont plus riches que leur union ou leur intersection, ou bien que le tout est plus riche que les parties, relève d'un postulat. Et que le modèle de la négociation nous invite à considérer qu'il faut prendre le postulat que la vision du monde des parties est plus riche. J'en veux un exemple tiré de la théorie de la négociation. La théorie des jeux, elle nous propose de construire une théorie dans laquelle on est capable à la fois de décrire le point de vue des parties prenantes de la négociation et de décrire la dynamique d'ensemble qui s'ensuit. Or, ce qu'on voit, c'est que cette théorie cale tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'il y a un niveau de complexité, mais même minimum, elle n'a plus cette capacité. Donc, si on veut penser sérieusement des négociations réelles, il faut accepter de choisir le niveau des parties pour comprendre la négociation, ou le niveau du tout si on se place dans une position de médiation. Mais il est exclu, si on choisit la position de médiation, de croire que ce faisant, on est capable de comprendre le monde des acteurs et d'accéder à la richesse du monde tout court. C'est, de mon point de vue, une conséquence majeure de la recherche en négociation. Bon, on peut dire ça autrement avec Deleuze et Guattari en parlant du minoritaire et du majoritaire. C'est ce que j'avais fait déjà dans la conférence RES 1, qui consiste à dire, au fond, le majoritaire, c'est la dynamique émergente de tous les gens qui interagissent entre eux à l'échelle micro, et le minoritaire, c'est chacun dans ses préoccupations, et chaque préoccupation est par définition minoritaire par rapport à la dynamique émergente. Leur concept de minorité et de majorité, il joue sur l'articulation des échelles d'organisation et de système. Chaque préoccupation concrète est minoritaire par rapport à la dynamique émergente du système, qui est majoritaire. Et donc, l'intérêt, c'est que ça résonne bien avec les catégories politiques de minoritaire et de majoritaire. Ça fait dire quelque chose d'autre, on le verra, à ces catégories. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période de 20 ans d'éclipse de la critique où l'Empire du Sens a déployé les trois solutions que je vous ai présentées? Une autre manière de voir ça, c'est de dire qu'il y a une logique universaliste
celle qui est pourfendue par les patrimoniaux, par exemple. À mon avis, la logique universaliste, c'est le discours d'un agent qui se considère comme central dans le monde. Dit autrement, c'est l'ethnocentrisme occidental. À partir du moment où vous pensez que vous pouvez penser tout seul au centre du monde, à ce moment-là, des catégories universelles sont opératoires. Voilà, la critique en surplomb, elle relève de cette logique-là. La crise de cette manière-là de voir les choses, elle aboutit à une panique, c'est-à-dire qu'on a peur d'avoir un monde qui tombe en morceaux. C'est la peur du postmoderne, donc le début des années 80. Le monde va, ou la joie du postmoderne pour les uns et les autres. En tout cas, ceux à que le postmoderne ne fait pas jouir, parce que je pense que c'est sur ce plan-là que c'était posé, ceux-là, ils sont dans un état de panique. Alors cela, ça inclut notamment l'administration et les organismes de recherche. Et donc, ils vont chercher une autre solution qui va être de définir l'ensemble, non plus par intention, comme avec le discours universaliste, mais par extension. Et donc, ils vont essayer de recoaliser, de refédérer les morceaux qui se barrent de tous les côtés, pour refabriquer un ensemble sur des bases complètement différentes, qui sont des bases de coordination. Et donc, on a un discours de capture pour refabriquer, repermettre d'être ensemble à des gens dont on a malheureusement compris qu'ils ne relèvent pas d'une logique universaliste. Donc on est incapable de les mettre dans l'axe de la logique universaliste qu'on promeut. Et donc, au fond, c'est la fameuse logique du majoritaire. C'est de dire, ok, on a compris, il y a des gens qui partent dans tous les sens, mais nous, on va se placer du côté de la tentative de faire émerger quelque chose, de refabriquer du majoritaire. Ça n'est plus de l'unitaire, mais c'est du majoritaire, c'est le mieux qu'on puisse faire. L'alternative, pour une convention critique pluraliste, consiste à dire non, ce qu'il faut maintenant, c'est quand même être capable d'interpeller tout ce travail de fabrication de majoritaire depuis des points de vue minoritaires. Est-ce que c'est efficace pour l'environnement ? Comment les gens vont faire pour se loger ? Est-ce que moi je vais continuer à me soigner comme ça ? Etc. etc. Et donc, l'ASGE et les nombreuses autres critiques sectorielles qui ont survécu ou vécu pendant cette période, elles relèvent de cette troisième logique. Encore un mot sur cette éclipse de la critique. Deleuze et Guattari, ils parlent de molaire et de moléculaire. En gros, c'est le même concept que micro, le moléculaire, et macro, le molaire. Vous vous rappelez qu'en chimie, il y a des molécules qui interagissent à l'échelle atomique, et puis quand on regarde ce qui se passe à l'échelle d'un récipient, eh ben on dit en gros, il y a tant de telles substances, et on compte en mol, c'est la quantité globale, on ne veut pas savoir dans quel sens elles se déplacent, comment elles s'articulent entre elles, mais au total, on fait un bilan. Donc les économistes, ils parlent de microéconomie, macroéconomie, eux, ils décalent le débat en disant on va prendre le moléculaire et le molaire. L'image n'est pas exactement la même et elle permet de visualiser des choses différentes de la microéconomie et de la macroéconomie, dont l'intérêt. La critique du surplomb, c'était de dire le vrai changement est molaire. S'il se passe des trucs qui font aucune différence à l'échelle de mon récipient de chimie, c'est qu'il ne s'est vraiment pas passé grand-chose d'intéressant. Donc, pour que le changement molaire ait lieu, il faut de l'action molaire. Voilà, ben c'est surplomb. Si on veut changer la société, il faut rassembler des forces révolutionnaires qui changent la société à l'échelle macro par une grande action. Le rejet du surplomb, c'est une démolarisation. On ne dit pas du tout. On peut aller voir au niveau moléculaire, et c'est exactement ce que proposent Deleuze et Guattari dans leur bouquin 1000 plateaux. Et il est d'ailleurs étonnant de voir à quel point leur rapport est peu reconnu par ceux qui en ont le plus profité. Donc, leur solution fondamentale, années 70, elle consiste à dire arrêtez avec ces histoires de raisonner au niveau molaire, on ne va rien arriver à changer là. Ce qu'il faut, c'est ce qu'ils appellent du micropolitique. Et qu'est-ce que c'est que le micropolitique ? Ben, c'est les acteurs, les réseaux, etc., qui ont été développés après par les sociologues pendant les années 80. Donc, chacun peut donner du sens, chacun peut agir, c'est ça l'espoir qui a été promis par les mouvements sociaux des années 70 et ensuite repris par les sociologues des années 80. Le problème, c'est qu'une fois, au début, on est bien dans le molaire, ça bouge et tout, mais il y a une certaine mélancolie qui s'installe.
vous vous rappelez que j'en avais parlé dans la séance 8, quand on lit Boltanski et Capello, c'est merveilleux la manière dont ils décrivent les cités par projet, la manière dont les gens s'organisent à l'échelle micro. Et puis à la fin, il y a une nostalgie absolument terrible. Ils disent, mais finalement, on peut plus rien changer, ça nous a revivifié ce niveau moléculaire, mais on peut plus rien changer à la société, et ils sont tristes d'une certaine manière. Et dans la thèse de Christelle Gramaglia aussi, on sent cette nostalgie. Je crois que je vais faire le pire jeu de mots de tout le cycle, mais c'est aujourd'hui ou jamais si c'est la dernière conférence. La démolarisation conduit à la démoralisation. Donc, au fond, nous avons besoin de nouvelles expressions critiques. Alors, comment on va retrouver le molaire ? Eh bien, il va falloir chercher des prises sur le molaire. S'agissant de la position du chercheur, ça c'est des thèmes qu'on a vus déjà dans le cycle RES. La position finalement qui s'est montrée la plus forte dans les années 90, c'est la sociologie de la critique, la position défendue par Boltanski. Le chercheur, lui, au lieu de s'emmerder à critiquer au niveau molaire, il va tout simplement regarder ce que les gens font au niveau moléculaire. Comment ils agencent leurs institutions, comment ils agissent à leur échelle. Et en faisant ça, le chercheur, il évite le simplisme des jeux trop faciles, comme on l'a vu, et puis il retrouve humainement une certaine vitalité parce que c'est incroyablement stimulant de regarder les gens en train de faire leur truc. Dès qu'on rentre dans des entretiens un peu fins, c'est passionnant. Une autre solution, c'est celle sur laquelle repose notre travail à nous, c'est de dire qu'on peut fonder une recherche et une action à partir d'un regard moléculaire sur le molaire. Le chercheur se situe à l'échelle micro et il regarde les résultats émergents des interactions micro, et c'est à partir de là qu'il va essayer de travailler. Mais ça veut dire qu'on ne se fait plus la même image du sujet connaissant, qui est celle de beaucoup de disciplines académiques, pas toutes, mais de beaucoup, qui consiste à dire n'importe qui dans ma position verrait la même chose que moi. Nous, c'est pas ça qu'on dit. On dit n'importe qui, s'il partage mes désirs, mes préférences normatives et mes visées stratégiques, alors il y a des chances qu'il voit la même chose que moi. Mais donc, on ne peut plus parler, on n'a pas perdu la rationalité, on n'est pas moins dans la raison, mais on a perdu une forme d'universalité qui consiste à dire n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui va partager avec nous telles préoccupations. Ça amène aussi à revisiter le fameux principe de symétrie qui a été un des principes les plus forts de cette période de l'Empire du Sens et qui consiste, j'ai pas pu retrouver la citation de Calon parce que j'avais pas mes textes, qui consiste à dire je vais utiliser le même répertoire ou le même modèle de fond si on veut pour décrire tous les agents. Par exemple les agents humains, non humains, les administrations, les ménages. Je vais utiliser les mêmes répertoires pour tout le monde. Ce principe de symétrie-là, il laisse le chercheur dans une position de surplomb. Si vous regardez plusieurs objets et que vous vous demandez quelle est la position où ils vous paraissent symétriques ou équidistants, c'est une position de recul ou une position de barycentre. Au mieux, vous vous mettez au centre. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que un de ces chercheurs, John Law, a baptisé son approche la sociologie modeste. C'est vrai que ce principe de symétrie paraît modeste, mais en fait, il installe le chercheur dans un surplomb caché. C'est ce que Jean-Baptiste soulignait hier dans la discussion du séminaire. Donc, l'approche que je défends et qu'on partage pour beaucoup, elle repose sur un autre principe de symétrie qui consiste à dire il faut que les chercheurs utilisent le même répertoire pour parler d'eux-mêmes, de leur propre travail, que pour parler des actions des agents qu'ils étudient. On retrouve là le fait qu'on rapproche le profane et le savant. On retrouve une connexion directe entre les discours des chercheurs et des profanes, et donc, conséquence majeure, les problèmes critiques des chercheurs peuvent se penser comme les problèmes critiques des profanes. Pendant toute la période à la fois du surplomb et du sens, un chercheur, comme on le fait souvent nous, qui défend les mêmes causes que des profanes, et pour cette raison soupçonné de ne plus être chercheur.
Parce que s'il avait un recul analytique, alors ce ne serait pas possible qu'il soit dans les mêmes distributions de positions que les acteurs. Or, je pense que la solution théorique proposée, elle dit, mais pas du tout, au contraire, c'est pas sur ces niveaux-là que s'établisse la différence entre le profane et le chercheur. Donc, pour conclure sur cette partie, dans un monde négocié, c'est la partie, au sens de la partie de négociation, qui est fondatrice. C'est la partialité qui est le principe clé. Et on peut dire aussi, du coup, une forme de partialité. Et donc, construire et tenir des positions critiques, partielles ou partiales, c'est ça la clé. Mais il va falloir aussi qu'elle puisse se rencontrer avec le majoritaire, et avec les autres critiques minoritaires. Toute la question est de savoir comment cette rencontre, elle est très incertaine, puisqu'au départ, on s'installe dans une préoccupation normative dont on ne sait pas comment elle va rencontrer les autres. D'où l'intérêt de s'interroger sur les règles de dialogue qui peuvent prévaloir. Le problème, il est déjà sorti dans les 2 premières conférences, RES 0 et RES 1. Toute notre angoisse, au fond, c'est qu'on retombe dans la période des années 70 où les gens s'invectivaient entre eux en disant « Au nom de quoi tu dis ceci ou cela ? Tu dis cela et donc c'est que tu es comme ceci ou comme cela. » Et donc toute une espèce de violence qui a fini par devenir insupportable et qui a motivé humainement la sortie de la discussion critique. Si les gens sont sortis de la critique, c'est aussi parce que c'était plus humain, quoi. C'était pas possible de vivre dans ces accusations permanentes. Mais le molle-oreiller des approches du sens qui disent « Ah non, c'est critique, donc non, on ne veut pas entendre », ça aussi, c'est difficile. Comment on fait pour ne tomber ni dans l'un ni dans l'autre de ces pièges ? Ma proposition, elle découle de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la négociation. Et je vous propose qu'on s'appuie pour le reste de la conférence sur le modèle la théorie de négociation proposée par Fischer et Ury en 1982 dans leur livre « Getting to Yes ». Alors, bon, ceux qui ne connaissent pas, ça va passer vite, mais tous ceux qui ont suivi le cours de master ou autre, maintenant ça n'a plus de secret pour eux. Les principes de Fischer et Ury: négocier sur la base des besoins, pas des positions. Traiter séparément les questions de personnes et le différent. Innover pour des solutions nouvelles. Négocier sur la base de critères objectifs et de principes légitimes. La BATNA, c'est la Best Alternative to a Negotiated Agreement. C'est si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il faut que je regarde comment je vais faire pour arriver à tirer mon épingle du jeu des rapports de force. Et dernier point de l'approche Fischer et Ury, si l'autre ne veut pas jouer le jeu, qu'est-ce que je fais ? Parce que j'ai aucune raison de supposer que l'autre en face, il a aussi lu Fischer et Ury et qu'il veut faire le même mode de négociation que moi. Donc je dois pouvoir penser une manière de négocier qui oblige les autres à rentrer dans un mode de négociation acceptable. Quelques commentaires sur ce bouquin. C'est un bouquin qui, à mon sens, est radicalement sous-estimé parce qu'il a fait un choix de style très simple, non académique, qui refuse de citer la littérature sur laquelle ils s'appuient alors qu'ils sont en fait très savants. 2, c'est une théorie qui permet de vraiment laisser la négociation en contact très fort avec les enjeux de rapport de force et stratégiques sans les rendre surdéterminants, donc très important aussi pour notre situation critique. Et puis, dernièrement, ce qui est la force de cette théorie, c'est que les auteurs eux-mêmes adoptent la position d'un négociateur. C'est un des rarissimes travaux dans lesquels les auteurs eux-mêmes adoptent non pas une position d'observateur, de médiateur, de commentateur, etc., mais disent, nous, notre travail théorique, c'est de penser depuis le point de vue du négociateur pour regarder quelle hiérarchisation des concepts et des préoccupations va permettre de construire une position de négociation et d'induire de façon unilatérale un changement de règle du jeu dans l'échange avec les autres parties prenantes. On voit bien que les traits fondamentaux de ce modèle de Fischer et Ury ont une affinité très forte avec ce qu'on cherche là. Alors c'est une approche qui déplace les lignes. Vous voyez d'abord que quand ils expliquent
qu'il faut se baser sur des critères objectifs et des valeurs légitimes, et qu'il faut moins négocier sur des positions, ça veut dire qu'ils veulent déplacer l'équilibre entre les propositions qui sont faites et puis les faits constatés et les valeurs. Et deuxièmement, ils veulent aussi remettre au centre de la discussion les désirs et les préoccupations plutôt que les positions et les revendications. Donc il y a vraiment un déplacement du poids donné aux différents éléments. Alors pourquoi c'est important ? Parce que en négociation, toute affirmation est indissociablement énoncé d'un fait, promotion d'une action plutôt que d'une autre, et affirmation d'une valeur. Par exemple, imaginez une négociation entre employeurs et employés. Nous travaillons déjà beaucoup. C'est l'énoncé d'un fait, c'est l'amorce d'une revendication, c'est l'affirmation d'une valeur. Ou bien, les équilibres financiers de l'entreprise sont fragiles. Comment vous faites pour savoir si cette affirmation est interprétée dans l'ordre des faits, dans l'ordre des valeurs ou dans l'ordre des propositions d'action ? Or, donc vous voyez que Fischer et Ury, en rééquilibrant les choses, disent attention, il faut arrêter de dire tout n'est que position de négociation, par exemple, promotion d'une action. Il faut garder ouvert l'option de déplacer l'interprétation d'un registre à l'autre pour fluidifier la négociation. En négociation, on voit bien ce que ça veut dire, ces trois niveaux. Mais on retrouve les trois mêmes niveaux dans les gens qui ont essayé de théoriser une logique dialogique. Donc je vous avais présenté le livre de Dispo, qui date de 1981, et qui a eu un caractère absolument fondateur pour les premiers travaux d'ASGE. L'idée est de dire que contrairement à la logique habituelle, la logique d'Aristote, l'enjeu n'est pas seulement de savoir si une proposition est vraie ou fausse, mais que la discussion argumentée porte en même temps sur trois enjeux. Un, est-ce que tel fait est vrai ou faux ? Deux, quelles sont les valeurs sous-jacentes qui m'amènent à voir, ne pas voir, accepter ou pas tel fait ? Et quelles sont les préconisations d'action que j'induis en prenant telle ou telle position ? Et donc, il y a toute une branche de la logique qui consiste à dire on peut enrichir la logique sur la simple recherche de la vérité en une logique qui a un triple but d'élucidation sur les faits, d'élucidation sur les valeurs des uns et des autres, d'élucidation sur les propositions d'action des uns et des autres. Et c'est ce modèle-là qui s'appelle dialogique, et c'est à partir de lui qu'on peut repenser aussi la critique. Donc vous voyez que la connexion là, entre négociation et critique, elle passe par ce modèle dialogique. Les conséquences pour une critique pluraliste, c'est qu'aucun des trois plans, les faits, les valeurs, les propositions, ne doit être considéré comme joué à aucun moment. Et donc, pourquoi on a des discussions critiques, y compris dans des débats scientifiques entre chercheurs ? C'est en même temps pour regarder qui est sur quelle valeur d'appui, qui voit quoi depuis l'endroit où il regarde, et qui préconise quoi. Le débat porte indissolublement sur ces trois questions, et il a pour objectif d'élucider ces trois questions en même temps. Mais cette élucidation, elle ne peut pas être une élucidation dans l'absolu. Elle concerne forcément, de manière différentielle, les protagonistes. Donc, on peut proposer le tableau suivant, qui consiste à dire, voilà ce qui est en jeu dans un dialogue critique pluraliste. C'est à la fois l'élucidation progressive des valeurs que je porte, de ce que je vois comme fait, et des actions que je pourrait promouvoir, la découverte de ce que l'autre porte comme valeur, de ce qu'il voit et de ce qu'il fait, et puis en même temps, l'exploration de la question, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut voir ensemble, évaluer de la même manière, ou des actions qui pourraient recueillir notre accord. La différence par rapport au monde du surplomb, elle est très importante. Personne ne présuppose que tout le monde doive partager les mêmes valeurs.
Personne ne présuppose que tout le monde voit forcément les mêmes faits. Il y a un livre très intéressant de Recher sur le pluralisme qui montre qu'il n'y a aucune raison d'exiger la quête du consensus dans le cadre de la quête pour la vérité. Et donc on est très loin de la critique du surplomb qui consiste à dire à l'autre mais tu n'as pas le droit de porter les valeurs que tu portes ou de voir ce que tu vois parce que sans ça, normativement, t'es globalement pas acceptable. Non, là la discussion c'est tu dis ça, mais donc c'est peut-être que tu portes d'autres valeurs. Est-ce que c'est le cas ? Ou peut-être qu'on ne voit pas la même chose pour des raisons de méthode, d'observation. Ou bien est-ce que c'est parce qu'on n'a pas cadré à partir des mêmes valeurs ? Toute la discussion essaye progressivement d'élucider ces différentes cases. Et la grande différence par rapport au monde de la coordination, le monde des années 80, c'est qu'on ne va pas non plus présupposer ni qu'il est possible toujours de trouver un collectif ou un monde commun, ni forcément non plus que la colonne du commun soit la plus importante. Peut-être qu'elle n'existe pas, peut-être qu'elle ne va pas fonctionner, et puis peut-être que ce n'est pas du tout la plus importante en fait. Donc ça, je pense que ça précise un petit peu ce qu'on doit chercher dans un dialogue critique pluraliste. Alors ça a plein de conséquences. D'abord, ça veut dire qu'il faut que chacun assume le fait que son point de vue n'est que partiel. Donc pour vous, ce n'est pas du nouveau sur le plan de la pratique de la recherche, mais toute la question, c'est comment faire pour défendre ça sur un plan plus général. Donc chacun essaye de rendre plus lisibles les conséquences de sa propre perspective. Deuxièmement, c'est ma partialité qui est mon plus puissant fondement épistémologique. Je saute le suivant. 2. Réciproquement, je peux exiger de l'autre qu'il assume sa partialité ou son caractère partiel de son point de vue. Je n'ai pas à accepter que quelqu'un me dise qu'il parle au nom de la totalité, sans que moi, j'ai à discuter du mandat qui fait qu'en parlant de la totalité, il parle aussi en mon nom. Donc, il y a d'autres conséquences, mais je saute. Alors, c'est là qu'on va avancer sur des questions qui avaient été soulevées notamment par Jean-Baptiste et Maya lors de la séance RES 1. C'est que maintenant, on ne peut pas arriver... Bon, soyons clairs, ils m'ont dit, Laurent, tu arrives avec tes gros sabots, tu dis on va tout mettre en lisibilité, on va obliger les autres à rendre tout lisible, ça ne veut pas fonctionner. Ils ont raison. Donc il faut essayer de trier, de différencier les situations. Il est clair qu'il y a un enjeu critique du minoritaire sur le minoritaire. Comment je fais pour ne pas être embarqué dans la cause des autres ? Par exemple, dans la thèse de Romain Taravella, comment faire pour avoir un point de vue environnemental clair dans un pays où c'est la logique socio-environnementale qui domine. Et cette logique socio-environnementale, parfois elle est claire sur l'environnement, parfois elle n'est pas claire sur l'environnement. Donc il y a un besoin de séparer une critique pour séparer les minoritaires de manière à pouvoir les renouer et renégocier. On sépare, on renégocie. Il y a un autre enjeu très différent qui est le fait que le minoritaire, il doit bien attaquer le majoritaire. Sans ça, les enjeux et les besoins qu'il porte ne vont jamais pouvoir être clairement distingués. Ça, c'est la partie principale de mes propres combats, c'est d'essayer d'empêcher ceux qui parlent au nom du consensus de se réclamer de tout le monde sans que tout le monde leur ait vraiment donné mandat. Et puis, le majoritaire aussi, parce qu'il y a aussi des chercheurs qui sont du côté du majoritaire, ils sont même très nombreux dans un pays où la recherche est publique et étatique, centralisée donc. Soit il adopte des stratégies pour essayer d'exclure les minoritaires pour sauvegarder la coalition majoritaire, soit il est dans des positions où il essaye d'intégrer et de récupérer les minoritaires en faisant partiellement droit à leurs critiques. Et c'est ça son rôle dans le débat critique. Donc, on peut préciser la géométrie de ces débats critiques et voir que les situations sont extraordinairement différentes d'un cas à l'autre, mais au moins on a un principe de cartographie qui peut être utile. Qu'est-ce qui se passe si l'autre ne joue pas le jeu ?
Alors malheureusement, c'est extrêmement fréquent puisque la majorité de nos interlocuteurs sont des gens qui vont se réclamer soit d'une critique du surplomb, soit de l'empire du sens, soit de la tentative de créer le consensus par la médiation. Et donc pour eux tous, ce que nous proposons, c'est épouvantable. Donc on est bien dans une position comparable aux négociateurs à la Fischer-Eyuri qui négocie pour lui en essayant de négocier d'une manière qui induise des règles d'interaction qui se transforment pour transformer les règles. Parce qu'il n'y a pas d'organisateur des règles. C'est le joueur en jouant qui peut induire une évolution des règles de discussion. Et c'est ça qui fait tout l'enjeu de notre position dissymétrique critique. Par exemple, face à un amateur de surplomb, quand vous discutez avec quelqu'un qui est un amateur de surplomb, lui va projeter sur vous sa propre perspective et donc il est convaincu que vous voulez imposer un point de vue unique. Argument qu'on s'est vu opposer de nombreuses fois. Et donc il va vous accuser, logiquement vu ce que lui a compris, de totalitarisme. Puisque plutôt que son modèle unique, vous proposez votre modèle qui ne peut voir que comme unique. Et donc, là, vous êtes forcé d'adopter une attitude critique déconstructionniste. C'est-à-dire de vous dire comment je fais pour déconstruire son système universel. Et c'est pour ça d'ailleurs que le déconstructionnisme était dominant à la fin des années 70, parce qu'il y avait un énorme bloc majoritaire, et en face de ça, il n'y a qu'une solution, c'est de déconstruire. Mais nous aussi, on est mis parfois dans une position déconstructionniste. Mais là où il y a un énorme malentendu, c'est que si on se retrouve face à des gens qui essayent de faire de la coordination, c'est pas sûr que ce soit ça la bonne approche. Et pire de tout, si on commence à expliquer à tous les autres chercheurs qui eux aussi défendent des causes diverses et à déconstruire leurs causes à eux, à ce moment-là, on joue contre notre intérêt qui est d'instaurer un pacte dialogique, puisqu'on va dévaloriser leur point de vue. Donc il ne faut pas se tromper de combat en fait. Et à chaque fois, il faut apprécier dans quel type de situation on se trouve. Donc sur ce point-là, c'est vrai, pas de gros sabots en disant on va tout régler. En fait, on peut se donner des règles d'élucidation de la situation de dialogue critique qui permettent de dire, mais en fait, voilà ce que nous, on a pour devoir de jouer si on veut promouvoir dans telle situation un pluralisme critique. Autre caractéristique d'un monde négocié, c'est l'ambiguïté des prises de parole. Là, je passe très vite sur un point aussi que j'ai développé dans le cours master et dans les recherches récentes sur la négociation. L'ambiguïté, c'est ce qui fonde la négociation. La négociation, c'est un mode d'interaction dans lequel il n'est jamais possible de savoir si on est dans le registre de la concurrence et de l'affrontement ou si on est dans le registre de la coopération. Et c'est le fait de se guider activement sur les deux en même temps qui est constitutif de la négociation comme mode d'interaction. Très riche d'enseignements pour ce qui nous concerne, pour la tentative de trouver des bases d'un dialogue critique. Donc on va être mis dans la même situation que le négociateur, d'un dilemme entre implicitation et explicitation. Si je n'explicite rien, je risque de rester coincé dans des situations où l'interaction n'avance pas. Si j'explicite tout, je me rends vulnérable à toutes les exploitations et je ne rends pas service à la recherche d'une construction, d'une possibilité de construction. Et donc, ça nous montre que, effectivement, il ne faut pas aller avec les gros sabots de la mise en lisibilité systématique. Il faut se dire que la mise en lisibilité doit être appréciée au regard d'une situation concrète de travail analytique. Alors donc oui, on va retrouver des situations dans lesquelles il faut aller à fond dans l'explicitation. Par exemple, quand il y a un refus massif d'écoute, eh ben là, on va mettre les pieds dans le plat. C'est la gay pride. À d'autres moments, on va dire, quand il s'agit de montrer devant un public, dans un débat politique, les choix qu'il y a à faire, il va bien falloir créer des positions différentes pour que les points de vue se mettent l'un contre l'autre. Mais à chacun de voir ce qu'il veut montrer des positions
en fonction des intérêts de la situation. Donc là encore, le modèle de la négociation, il nous suggère des pistes pour des approches adaptées aux circonstances et à l'évolution du jeu critique. Et du coup, on tombe sur un des thèmes majeurs du cycle RES, c'est qu'on va déboucher sur un rapprochement très fort entre les approches cliniques et les approches critiques. Pourquoi ? Parce que le propre des approches cliniques, c'est justement de replacer l'analyse au sens conceptuel du terme dans les circonstances où l'analyste prend la parole par rapport à ceux qui sont ses cibles, ses sujets, etc. Et donc, je pense que la séance RES 3 essayait d'éclairer cette question-là. Comment la situation où le chercheur travaille et parle avec ses collègues s'articule avec le jeu social dans lequel ils s'inscrivent et qu'ils essayent d'éclairer. Mais si cette situation précise est déterminante à la fois pour les conditions du dialogue critique et pour les conditions de la recherche-action et de l'intervention clinique, alors on a une connexion majeure entre la dimension critique et clinique. Et ça, je pense, c'est un résultat très intéressant pour nous de ce raisonnement. Et donc, le pluralisme critique, c'est aussi, d'une certaine façon, un pluralisme clinique. À partir du moment où des gens acceptent de porter des critiques qui portent sur des points précis de la société, le logement de telle catégorie sociale, tel type de soins à la santé, tel type d'intérêt ultra-minoritaire, ethnique, etc., eh bien à ce moment-là, l'intervention clinique et l'intervention critique ne sont plus dans deux mondes différents, comme c'était le cas à l'époque du surplomb, mais elles sont bien, cette fois-ci, du même côté de la barrière. Les exemples que j'avais mis, c'était, je ne vais pas les développer, c'était pour montrer qu'en fait, lorsque nous avons conduit des recherches critiques, soit dans le cadre d'évaluation, soit de recherche critique, nous avons trouvé au cas par cas des solutions pour régler ce problème d'adresse et trouver le juste registre critique viable dans une situation donnée. Donc c'est pas quelque chose dont je dis qu'il faudrait le faire. J'essaie simplement de théoriser une pratique théorique qui est la nôtre, mais qui a besoin d'être expliquée pour être mieux défendue. Reste la dernière question. On a vu que pour créer les conditions d'un dialogue critique, on ne pouvait le faire que à partir du point de vue d'une des parties, et qui par définition est minoritaire. Comment on fait pour arriver à tenir une position de partialité constructive? Alors elle est constructive, elle construit une position pour aller vers une reconstruction, c'est-à-dire pour essayer de faire en sorte que ça interagisse avec le reste. Dit autrement, comment établir une instance? Vous vous rappelez que j'avais proposé l'idée suivante. Le pluralisme, c'est le refus de l'existence d'une dernière instance. Personne n'a le droit de nous dire qu'en dernière instance, les problèmes sont géopolitiques, ou qu'en dernière instance, les problèmes sont économiques, ou qu'en dernière instance, ils sont culturels. Il n'y a pas de dernière instance, il y a plein d'instances. Et c'est ça, les hiérarchies enchevêtrées. J'essaie de dire plusieurs fois les choses sous plusieurs angles. Dire qu'il n'y a pas de dernière instance, c'est dire la même chose que les hiérarchies sont enchevêtrées. Mais du coup, s'il n'y a pas de dernière instance, chaque partie doit poser son instance. Vous voyez l'étymologie, elle doit se poser dedans. Voilà, se mettre debout dedans. C'est ça l'instance. Créer une posture, un endroit, une place. Donc, tout le problème, c'est fait. Alors, toute une partie du cycle RES a été consacrée à montrer comment nos collègues qui ne plaident pas pour l'immanence du chercheur, en fait, quand on regarde, se sont construits une instance. Comment Boltanski et Thévenot, c'est les droits de l'homme. Comment Latour, c'est le refus de l'objectivité scientifique comme dernière instance politique. Comment les approches patrimoniales, c'est la procédure comme dernière instance. Donc, et comment nous, au fond, on adopte
l'efficacité environnementale comme notre instance à nous. C'est la nôtre. C'est peut-être pas la dernière, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est celle-là qui nous permet de faire un travail de hiérarchisation propre, propre dans les deux sens du terme. Toute la question est la suivante maintenant. Comment et par qui peuvent être construites et portées dans la durée des positions critiques qui tiennent dans ce contexte pluriel? Concrètement, qui va tenir une préoccupation sociale dans le débat? Qui va tenir une instance? La question est une question extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique du multiple. Et cette logique du multiple, c'est le fait que il y a une légitimité totale à ce que n'importe quelle personne, se saisissant de n'importe quel problème précis, revendique que l'analyse ou la hiérarchisation tourne autour de ce problème-là. Si on est cohérent intellectuellement, on est obligé d'accepter que chaque souci, chaque hiérarchie possible puisse faire l'objet d'une hiérarchisation. Mais du coup, on court le risque d'une fragmentation totale. Si on est dans un contexte où, comme on dit vulgairement, chacun sa pince à sucre et son ballon de football, on ne voit pas très bien comment on va arriver à construire. Pour construire une approche quelconque en sciences sociales, il faut des années, à plusieurs, il faut discuter. Pour tenir une critique dans le champ du débat académico-politique, c'était la question adressée hier à Jean-Baptiste et Xavier, il faut être plusieurs. Donc, il y a une tension très forte entre la possibilité d'organisation du point de vue minoritaire et le principe légitime de la possibilité d'éclater dans le multiple. Ou dans la multitude, si on veut le dire comme ça. Or, il y a un résultat de recherche en négociation qui est peu remarqué, mais qui est très important, qui est dans un livre édité par Zartmann sur la négociation internationale multilatérale. Dans ce livre, les chercheurs ont étudié des négociations multilatérales sous plein d'angles théoriques. C'est très très intéressant. Chaque chapitre prend un angle théorique. Et dans la conclusion, dans la synthèse, Zartmann écrit la chose suivante. Il ressort de nos recherches qu'il n'y a pas de différence entre la négociation multilatérale et la négociation plurilatérale. Dit autrement, que vous ayez 5 ou 6 pays ou 150 pays, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que la dynamique même de la négociation oblige à des structurations qui sont les mêmes qui est 150 pays ou 6 pays. De toute façon, on va avoir un nombre limité de positions possibles pour rentrer en dialogue. Et donc, il y a des structurations intermédiaires qui se produisent et qui font qu'il n'existe pas de négociation qui soit multilatérale au sens de très nombreux côtés. Il n'y a en réalité que des dynamiques de négociation plurilatérales. Alors, ce précédent, il est très intéressant pour nous, parce qu'il peut permettre de poser l'hypothèse qui est de dire, c'est pareil pour les points de vue critiques. Si on se dit que les mécanismes, les forces ou les intérêts qui président à la composition et les conditions même du dialogue qui supposent un nombre limité de positions font qu'on doit pouvoir espérer trouver un juste équilibre entre la multitude et la fragmentation totale ou le retour au bilatéralisme critique. Alors, allons un cran plus loin avec toujours les mêmes, Fischer et Ury. Qu'est-ce que c'est que c'est? Alors, on a confiance dans notre hypothèse, on se dit c'est possible de porter un acteur qui ne soit pas complètement fragmenté. Comment ça va marcher? Rappelez-vous ces deux principes de Fischer et Ury. Il faut négocier sur la base des besoins et pas des positions. Et il faut traiter séparément les questions de personnes et l'objet du différent. Ça veut dire tout simplement qu'il faut bien distinguer deux plans. Le plan des acteurs constitués, par exemple l'employé et l'employeur, et puis l'autre plan, qui est le plan des besoins, des opportunités. Et si on accepte de dire que ça n'est pas toujours le plan des acteurs qui détermine le plan des besoins, alors on arrive à constater que tantôt les besoins sont définis par les acteurs et tantôt les acteurs sont redéfinis par les besoins. Dit autrement, dans un débat critique pensé comme une négociation,
la personne qui prend la parole pour formuler une analyse critique, elle peut se concevoir comme l'acteur d'un besoin. Une figure classique, c'est la figure de l'association, des gens qui se réunissent autour d'un principe de tri, donc d'un principe critique, pour analyser le majoritaire, le système plus large, à partir du besoin ou du désir qui est à la base de leur principe de tri. Cette figure, elle peut fonctionner, on la voit très bien fonctionner dans le monde des acteurs, hein, c'est les associations revendicatives par exemple, et elle peut fonctionner tout aussi bien dans le monde de la recherche, au fond. Il y a des chercheurs qui se réunissent autour d'un principe de tri pour coopérer ensemble, à instrumenter et à défendre dans le débat critique pluraliste un principe de tri. Tout le travail de construction du référentiel dans des analyses stratégiques de la gestion environnement, tel qu'il est illustré dans le livre de Maya Leroy, montre que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire de faire fonctionner ce principe d'association dans le champ de la recherche pour construire, instrumenter une partialité, un principe de tri, une hiérarchie, qui après va rentrer en discussion avec d'autres hiérarchies. Mais le modèle est instable, parce que s'il est vrai qu'on peut être l'acteur d'un besoin, il n'y a pas loin du tout entre le fait d'être l'acteur d'un besoin et puis rapidement de s'institutionnaliser et d'avoir des besoins qui sont ceux de l'acteur qu'on est devenu. Donc, on ne peut jamais, ça ramène à d'autres thèmes qu'on a déjà discutés dans le cadre de RES, on ne peut jamais considérer comme acquis le fait qu'on est l'acteur d'un besoin, et donc on est toujours en instabilité entre la logique structurelle instituée des acteurs et puis la logique des préoccupations, puisque ça fait des années que je plaide pour un pluralisme des préoccupations plutôt qu'un pluralisme d'acteurs. Donc, aucune des deux positions n'est complètement tenable dans la durée, et elles s'engendrent l'une l'autre, comme dans la dialectique de l'instituant et de l'institué. Donc ça, c'est un thème qu'il faudra développer plus tard, entre le fondement, la fondation. Ce qui est certain, c'est que ce caractère instable pose des problèmes très difficiles pour l'analyse. Nous, on a tout le temps des problèmes avec ça. Mais ce qui devrait nous consoler d'une certaine manière, que c'est à cause de cette instabilité que la critique peut fonctionner et se transformer et être pluraliste. Et donc, c'est pas pour rien qu'on assume cette difficulté entre l'acteur d'environnement institué et l'acteur d'environnement comme instituant. C'est que c'est parce que l'acteur n'est pas toujours l'acteur, mais peut être l'acteur d'un besoin, mais une fois qu'il se met à agir, il a des besoins. C'est parce qu'on est sur cette espèce de corde raide que la critique peut se transformer avec les situations. Les situations changent et la critique peut changer parce qu'elle-même accepte d'être prise dans cette dialectique de l'instituant et de l'institué. Alors que c'était un des immenses problèmes de la critique du surplomb, qu'elle postulait qu'elle était instituante pour la misère du monde, etc., et qu'elle était incapable d'assumer de manière autocritique sa propre institution et les besoins bureaucratiques qu'elle générait. Ça a été le drame, en fait, de la gauche du XXe siècle. Donc, cette instabilité, il faut pas on n'a pas à la résoudre, on a à la vivre, à la gérer, à l'instrumenter, mais c'est elle, au contraire, qui permet à la critique de fonctionner. Donc, au total, on va proposer une figure du critique comme une sorte de négociateur. Je propose comme modèle provisoire le fait que le critique, c'est un négociateur théorique, c'est un négociateur d'observation empirique à la Fischer-Eyuri, et en tant que tel, il a deux boulots. Un premier boulot, c'est un boulot d'expression d'un désir, d'un besoin, et de fédération autour de ce désir et de ce besoin. Et puis, son deuxième boulot, c'est d'élucider les conditions dans lesquelles ce besoin et ce désir peut être réalisé, pas dans un monde absolu qu'il maîtriserait, mais dans un monde qu'il ne maîtrise pas et où il est minoritaire. Et donc, l'élucidation des conditions dans lesquelles mon désir ou la préoccupation sociale que je porte peut être satisfaite dans un monde que je ne maîtrise pas, c'est ça qui est la tâche de quelqu'un qui est dans une position critique pluraliste. Voilà, donc il est dedans et il faut tenir.
ça nous amène à un point de discussion qui a été abordé rapidement hier, mais qui est, à mon avis, crucial. Je vous rassure, je suis à 3 diapos de la fin. C'est cette question des fameuses causes spéciales ou causes générales, qui, à mon avis, en environnement, a des conséquences désastreuses aujourd'hui. La distinction classique, elle consiste à dire, voilà, d'un côté, il y a des causes spéciales, c'est les causes qui ne concernent qu'un groupe de gens, les pêcheurs à la ligne, par exemple. Et puis de l'autre côté, il y a des causes d'intérêt général, c'est-à-dire celles qui intéressent toute la société, mais dont il se trouve malencontreusement qu'elles n'intéressent pas grand monde en fait, et que finalement, elles aussi, sont portées que par des groupes minoritaires. Bon, la protection de l'enfance, par exemple, ou l'environnement. Moi, je pense, et ça fait un bout de temps que je défends l'idée, que la distinction entre les deux n'est pas tenable et qu'elle doit être activement rejetée. Pourquoi ? D'abord parce que quand on regarde dans le détail, il apparaît qu'il y a beaucoup de désirs qui sont particuliers en apparence, mais dont on pourrait très bien considérer qu'ils peuvent être un idéal pour tous. Par exemple, si vous prenez dans les années 50 le désir de libération sexuelle, c'était des petits groupes de gens qui, eux, considéraient que ce serait bien de s'éclater où on veut, quand on veut. On aurait utilisé ces catégories à l'époque, on aurait dit c'est un groupe d'intérêt particulier. Et puis, l'histoire a montré que cette question-là est devenue une question qui intéresse la société dans son ensemble. La frontière, à chaque fois, est très difficile à tracer. De même, quel intérêt collectif n'est pas porteur d'intérêt ou de désir spécifique ? La biodiversité, on me dit la biodiversité, c'est un intérêt général. Je dis, bon, mais l'ours, c'est un intérêt général. Ah ben non, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais rien n'intéresse tout le monde. C'est-à-dire que dans un intérêt qui est général, on va toujours pouvoir montrer qu'il se fragmente en choses qui n'intéressent pas tout le monde, ou qui intéressent à des tout petits groupes. Par exemple, l'éducation supérieure, c'est un intérêt général dans le cadre de la concurrence internationale, etc. Est-ce que je peux en tirer la conclusion qu'il faut conforter les enseignements de grec ancien au niveau post-master ? Ben oui, il y a des gens qui vont dire, moi je veux étudier le grec ancien, c'est très important, les humanités, la culture, etc. Mais cela, qu'est-ce qui, logiquement, empêche de dire, mais c'est un groupe d'intérêt particulier ? Donc déjà, sur un plan analytique, ça ne fonctionne pas. Mais il y a plus grave. Il y a le fait que, au fond, cette distinction, on ne peut pas la faire a priori. On ne peut pas la faire au moment où le jeu se joue, puisque suivant le résultat du jeu, l'intérêt général va être redéfini. Là, on retrouve les thèmes de Latour sur le collectif, mais vu à travers un autre angle. Moi, je suis porteur d'une cause sur la biodiversité, par exemple. Moi, je veux qu'il y ait des espèces de fleurs, des espèces de faune. Mais je n'ai pas à dire ce qui est la part de désir personnel et ce qui est la part d'intérêt général là-dedans. Et je ne suis pas en mesure, avant que les choses ne se soient jouées, de dire jusqu'où on peut vivre sans biodiversité. Donc, il n'est ni légitime, ni analytiquement efficace, ni à mon avis stratégique sur le plan de la critique pluraliste, de conserver ces catégories. Et c'est pour ça que la catégorie de minoritaire-majoritaire est beaucoup plus intéressante, en fait, que les catégories de groupes spéciaux, groupes diffus, qui supposent que le jeu est d'avance joué, ou alors qui donnent une sorte de prime aux acteurs qui disent « Moi, la cause que je défends est d'intérêt général ». Mais je soupçonne que le fait de dire ça ne joue pas toujours à leur avantage, y compris pas en termes stratégiques. Autre point d'élargissement qui me paraît indispensable de dire en passant, c'est que le modèle de la négociation ne doit pas nous empêcher de voir qu'on est bien dans une critique publique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une situation où les chercheurs sont là pour négocier entre eux ou pour critiquer, ou je ne sais pas, il faudrait trouver un mot pour parler de cette critique-là, mais on va parler de critique dialogique par exemple. Cette critique dialogique, ça n'est pas un exercice en chambre, c'est un exercice qui est la condition de possibilité du pluralisme politique. Et donc,
elles se déroulent en public, de même que les négociations internationales ou les négociations politiques se déroulent en public. Et ce caractère de publicité doit évidemment jouer énormément dans la conduite de ces critiques dialogiques. Ça, je pense que ça peut enrichir beaucoup notre thématique de la mise en lisibilité. C'est-à-dire que la mise en lisibilité, elle se joue à la fois dans une forme d'interaction avec les autres lectures anticritiques ou critiques ou idéologiques de n'importe quelle sorte, et dans les objectifs indirects de mise en lisibilité pour un public qu'on vise à travers nos modes d'entrée en dialogue critique. Là, je prends simplement date sur des sujets pour le jour où on voudra approfondir ces questions. Et donc, au fond, le dernier point que je voudrais faire, c'est le suivant. Nous ne sommes pas des joueurs qui arrivent dans un jeu déjà construit où il y a quelques chaises autour de la table. Nous sommes des minoritaires face au reste du monde, toutes sortes de minoritaires, les émergences majoritaires, les institutions qui les cristallisent et qui les défendent. Et on est dans une négociation fortement dissymétrique. Ce qui veut dire donc, c'est que ce n'est pas la négociation qui est première, c'est l'interpellation critique qui est première. Et c'est elle qui va conduire à une forme de dialogue critique. Et donc, le point crucial, c'est de savoir quelle est l'intervention critique, comment on peut s'organiser dans le contenu théorique et dans le mode de travail scientifique pour une intervention, intervenir, rentrer dans le truc, empêcher que ça tourne comme avant, de façon qui provoque un échange et qui pèse sur les conditions de cet échange pour qu'il aille vers le type de pluralisme critique qui nous semble indispensable pour défendre les positions qui sont les nôtres. Et donc, un désir ou un besoin étant donné, comment s'organiser pour amener les autres à recomposition. Évidemment, vous remarquez que je n'invente rien, je nous ramène simplement au problème de départ qui est celui de la SGE. C'était ça la question de départ de la SGE. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'une certaine façon un préambule, et je conclurai là-dessus avec la dernière diapo tout à l'heure. On voit en tout cas qu'il s'agit bien d'un problème stratégique. C'est l'analyse qui est critique. Ou qui est stratégique, pardon. Alors, 5 points de conclusion. Les deux premières, c'est encore une fois des nuances ou des précautions. Pourquoi je me suis autorisé tout au long du cycle RES à proposer des analyses un peu générales sur la critique, les conditions d'échange, etc. C'est certainement pas parce que je me considérerais plus qualifié qu'un autre acteur pour le faire. Ce qui me qualifie pour en parler, c'est le fait que j'ai d'abord construit un point de vue critique qui assume sa partialité. Et c'est en tant qu'un des négociateurs, si on veut, ou un des interpellateurs critiques, que je me permets d'adresser aux autres pour une sorte de discussion sur les conditions de nos transactions. Donc, je suis dans une discussion qui espère être une discussion entre pairs dans le cadre d'un pluralisme critique, et c'est parce que je suis un parmi des minoritaires que j'ai pris la parole pour leur dire je propose aussi que nous réfléchissions à ça. Donc il est évident que ce sur quoi ça peut déboucher, c'est une discussion avec d'autres gens porteurs de perspectives critiques. Seule la partialité qualifie pour parler du débat. Aucune position métathéorique, de mon point de vue, ne peut légitimer pour faire ça. La deuxième, c'est que le fait que l'explicitation du jeu critique n'est défendable dans le cycle, je ne l'ai défendu dans le cycle que parce que je joue et que nous jouons tous ensemble un jeu critique. Des gens qui expliciteraient sans jouer, ce seraient finalement des commentateurs au sens vilipendé à juste titre par Deleuze dans l'exergue que j'ai mise. Donc, dans le cycle RES, c'est cette dimension-là qui a été travaillée, mais elle ne se soutient que du travail analytique partial de la SGE, qui en est à la fois la conclusion et la condition. Troisième nuance, l'autosoupçon est indispensable. Quelqu'un qui croirait qu'il est joué une fois pour toutes, qu'il est l'acteur d'un besoin, perdrait la balance
entre l'instituant et l'institué de son être acteur du besoin, et donc perdrait la possibilité de faire vivre le débat pluraliste. Ces positions, elles ont cette proposition, donc j'ai proposé de l'appeler une convention et non pas un pacte, parce qu'un pacte, ça suppose qu'on se mette d'accord au démarrage. Alors qu'en fait, ce dont il s'agit, c'est bien une convention, c'est-à-dire la possibilité éventuelle, l'étymologie, de venir vers les uns vers les autres, soit de manière plus ou moins explicite, en lançant la discussion avec les autres, soit même de manière implicite, par des ajustements suite à des interventions critiques. Et donc, il s'agit plutôt d'une intervention, d'une convention critique, néo-soupçonneuse, bien sûr, puisqu'elle veut revenir à la critique, mais pas à la manière de l'ère du soupçon, mais c'est une nouvelle manière d'être soupçonneux que je défends. Je pense qu'il y a d'autres gens qui la défendent ailleurs avec d'autres mots, et c'est eux qu'il va s'agir maintenant de rencontrer d'une certaine manière. Cette posture, elle se décline aussi au niveau technique, sur les méthodes d'évaluation de politique, sur ce qu'on entend par un diagnostic. C'est pas la même chose de faire un diagnostic dans cette perspective ou dans une perspective de coordination patrimoniale. Elle a des conséquences sur les relations méthodologiques entre analyse et action. Elle a des conséquences, je pense, aussi en matière de prospective et la manière dont on entend la prospective. Donc, il ne s'agit pas d'un discours sur la critique qui serait séparé de nos pratiques méthodologiques et théoriques. Mais ces conséquences, là encore, je n'essaie pas de dire que désormais on fera autrement. C'est l'inverse. J'ai essayé de dire, avec des mots qui généralisent plus et qui soient communicables avec des gens qui travaillent autrement, ce qui est sous-jacent aux choix théoriques ou aux pratiques méthodologiques qui sont les nôtres. Dernière question, on nous dit parfois, mais comment pouvez-vous vous dire critique puisque vous êtes gestionnaire? Et j'ai effectivement été un peu interpellé une fois comme ça par une chercheuse qui a voulu un entretien avec moi et qu'on l'a eu. Et elle a commencé en disant mais comment ça se fait que tu aies quitté la gestion pour venir sur la critique, en gros. Or, vu les données ou la perspective que j'ai exposée, c'est l'inverse. C'est parce que je suis dans une perspective gestionnaire, donc une perspective qui pense en termes d'efficacité, de responsabilité et d'action, et de mandat, que je suis conduit à interpeller critiquement des gens qui ne sont ni responsables, ni efficaces, ou ni actifs, en matière d'environnement. Et donc, dans cette perspective pluraliste, on pourrait aussi dire qu'un point de vue gestionnaire, c'est un point de vue qui essaye d'implémenter concrètement une certaine hiérarchisation de préoccupations et qu'il n'y a pas de raison de voir la critique ailleurs que dans la gestion. Dit autrement, quand on s'intéresse à des enjeux minoritaires comme l'environnement, le souci d'efficacité est un souci critique, et on pourrait dire la même chose pour le logement, pour tous les autres enjeux minoritaires. Le souci d'efficacité, donc le souci gestionnaire, conduit à une démarche critique, mais qui pour le coup est nécessairement pluraliste. Là, on imagine mal une démarche gestionnaire qui serait dans une logique du surplomb. Et donc finalement, je propose cette équation. Pour nous, la gestion écologique, sa modalité principale, c'est l'ingérence écologique. Et l'ingérence écologique, ingérence, c'est porter dedans, c'est d'être cet acteur qui va porter le besoin ou le désir d'environnement ou le désir de nature dans le système. Comme dernière note, je pourrais dire au fond, l'itinéraire qui, à la fin des années 70, nous a fait sortir de la hiérarchie unique de l'État central et de l'ère du soupçon, a vu proposer plusieurs solutions. Dans un premier temps, on a cherché le multicritère, plusieurs tris, plusieurs hiérarchies. Ensuite, les gens ont dit mais non, on n'est pas dans du multicritère, on est dans du multi-acteur. Et donc, ils ont essayé d'articuler les acteurs entre eux. Multicritère, d'ailleurs, la logique des cités est une logique multicritère dans un sens conceptuel. Et la proposition que je fais et à laquelle nous travaillons à travers nos travaux, c'est que la multiplicité, c'est celle des analyses
Et qu'au fond, dans un monde de hiérarchie, ce qui compte, c'est qu'au bout du compte, il y ait des analyses plurielles, plusieurs analyses. Et donc, ça veut dire que la meilleure responsabilité qu'on puisse prendre entre chercheurs, c'est de porter une analyse pour elle-même et pour le dialogue critique avec les autres analyses.